Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est descendu du Kremlin pour la dernière fois. Pour le reste du monde, cela ressemblait à une défaite politique, une victoire de la démocratie sur le communisme, la fin d'un empire idéologique. Mais si, ce jour-là, vous aviez regardé non pas les discours, mais les livres de comptes du ministère des Finances soviétique, vous auriez vu une toute autre réalité. L'Union soviétique n'est pas morte d'une révolution, elle n'est pas morte d'une invasion, elle est morte parce qu'elle n'avait plus d'argent. Ceci est l'histoire de la plus grande faillite de l'histoire humaine. L'histoire d'une superpuissance capable de déployer 40 000 ogives nucléaires, mais incapable de payer son pain. Pour comprendre comment un empire aussi gigantesque a pu s'effondrer, il faut revenir au moment précis où ses dirigeants ont cru être devenus riches. L'année est 1965. Dans les étendues glacées de la Sibérie occidentale, des géologues soviétiques font une découverte qui va changer le destin du XXe siècle. Ils découvrent le champ pétrolier de Samotlor. Ce n'est pas un simple gisement. C'est une mer de pétrole, un océan de richesses noires enfoui sous le permafrost. À l'époque, cela ressemble à un miracle. L'économie soviétique ralentit déjà. Le système communiste peine à produire des biens de consommation basiques. Les usines sont obsolètes, l'agriculture inefficace, la productivité en chute libre. Mais soudain, tout cela semble secondaire. Plus besoin de fabriquer de bonnes voitures, plus besoin de produire des téléviseurs compétitifs. Il suffit de forer, pomper, exporter. Dans les années 1970, le prix du pétrole explose. L'embargo de l'OPEP contre l'Occident fait flamber les marchés. Et l'Union soviétique devient l'un des plus grands bénéficiaires de cette crise mondiale. Des milliards de dollars en devises fortes affluent vers Moscou. Pour l'État soviétique, c'est comme gagner à la loterie sans avoir acheté de ticket. Mais cette richesse est un poison lent. Parce que l'argent du pétrole est facile, le pouvoir cesse d'essayer de réparer l'économie. Pourquoi réformer les usines quand le pétrole paie les factures? Pourquoi moderniser l'agriculture quand le pétrole permet d'importer du blé? Le système cesse d'évoluer, il s'atrophie. L'Union soviétique devient un État rentier, un pays du tiers-monde avec des fusées du premier monde. Elle n'exporte plus ce que le monde veut acheter. Elle exporte des matières premières et importe tout le reste. Nourriture, machines, technologie, silence politique. Elle échange littéralement le sang de la terre contre la survie quotidienne de sa population. Le Kremlin utilise cet argent pour acheter la stabilité. Les prix du pain sont massivement subventionnés, le logement est maintenu artificiellement bon marché, les États satellites d'Europe de l'Est sont financés à perte. Et surtout, une machine militaire colossale est entretenue, engloutissant près de 20% du PIB. C'est un âge d'or bâti sur du sable. Toute la stabilité de l'Union soviétique repose désormais sur un seul chiffre, le prix du baril de pétrole. Tant que le baril dépasse les $30, l'Empire tient. Il peut envahir l'Afghanistan, menacer l'Europe, rivaliser avec les États-Unis dans l'espace. Mais sans s'en rendre compte, le régime a attaché son destin à une variable qu'il ne contrôle pas. Au début des années 1980, l'équation commence à changer. À Washington et à Riyad, certains observateurs comprennent quelque chose de fondamental. L'ours soviétique n'est pas invincible, il est dépendant, addict. Sa drogue, ce sont les prix élevés du pétrole. Pendant que la demande mondiale ralentit grâce aux politiques d'économie d'énergie occidentale, de nouvelles sources de pétrole arrivent sur le marché. Mer du Nord, Alaska. L'offre augmente, les prix deviennent instables. Et au même moment, un autre pilier de l'Empire commence à s'effondrer en silence. L'agriculture soviétique. Malgré certaines des terres les plus fertiles du monde, notamment en Ukraine, l'Union soviétique est incapable de nourrir sa population. Le système des fermes collectives est si inefficace qu'une part massive des récoltes pourrit avant même d'atteindre les magasins. Résultat, la superpuissance doit importer des millions de tonnes de céréales. Et à qui achète-t-elle ce blé? À son ennemi juré, les États-Unis. Au début des années 1980, près de la moitié des devises fortes soviétiques servent uniquement à importer du grain. Elle, Union soviétique, vend du pétrole, Occident pour acheter du blé, Occident. Un cycle humiliant de dépendance totale. Mais à Moscou, personne ne panique. Les graphiques du pétrole montent encore. Les dirigeants sont persuadés que la fête ne s'arrêtera jamais. Ils ignorent qu'ils marchent donc déjà au bord du précipice et que le sol est sur le point de céder. L'année est 1985. À Moscou, un nouvel homme entre au Kremlin. Mikhaïl Gorbatchev est jeune, énergique, différent de ses prédécesseurs fatigués. Il sait que le système soviétique est malade, mais il se trompe sur la gravité du diagnostic. Il pense que l'Union soviétique a un simple rhume. En réalité, elle est en phase terminale. Gorbatchev lance un grand projet de réforme, la perestroïka. Une restructuration ambitieuse destinée à moderniser l'économie, à relancer l'industrie
à rendre les usines soviétiques compétitives face à l'Occident. Sur le papier, le plan est logique, mais il repose sur une hypothèse fatale, l'idée que les revenus pétroliers continueront de financer la transformation. Cette hypothèse va être pulvérisée. Le 13 septembre 1985, le ministre saoudien du pétrole, Ahmed Zaki Yamani, annonce un changement radical de stratégie. L'Arabie saoudite en a assez de réduire sa production pour maintenir artificiellement des prix élevés. Les robinets s'ouvrent, le marché est inondé de pétrole bon marché. Le choc est brutal. En 1980, le baril de pétrole valait environ 35 $. En 1986, il chute sous les 10 $. En moins de 2 ans, le prix est divisé par 3. Pour l'Union soviétique, c'est une sentence de mort économique. Du jour au lendemain, l'Empire perd près de la moitié de ses revenus en devises fortes. Mais ses dépenses, elles, ne baissent pas. La guerre en Afghanistan continue de coûter des milliards. Les régimes alliés à Cuba, au Vietnam et en Angola doivent toujours être subventionnés. La course aux armements avec les États-Unis se poursuit, notamment face au programme américain de défense antimissiles. Et surtout, les cargos de blé continuent d'arriver chaque semaine dans les ports soviétiques. Ils exigent un paiement immédiat, en dollars ou en or. Le rouble ne vaut rien à l'étranger. On ne peut pas acheter du blé américain avec une monnaie que personne n'accepte. L'Union soviétique a besoin de vrai argent. Et cet argent disparaît. Gorbatchev se retrouve face à un choix impossible. Couper les dépenses militaires et provoquer la colère des généraux, supprimer les subventions alimentaires et déclencher une explosion sociale, ou emprunter. Il choisit d'emprunter. Les banques occidentales ouvrent grand leurs coffres. Banques allemandes, françaises, britanniques. Elles prêtent, sans hésiter. Après tout, l'Union soviétique est une superpuissance nucléaire. Elle dispose d'énormes réserves d'or. Elle n'a jamais fait défaut. Un État comme celui-là ne peut pas faire faillite. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Mais ces prêts ne servent pas à investir. Ils ne financent pas de nouvelles usines, ni des technologies exportables. Cet argent sert à survivre, à acheter de la nourriture, à remplir les magasins pour éviter l'émeute. L'Union soviétique entre dans une spirale de dette classique. Elle emprunte pour manger. Puis Gorbatchev commet une erreur supplémentaire. Une erreur morale, mais économiquement catastrophique. Il lance une grande campagne anti-alcool. La vodka ravage la société soviétique. Il limite les ventes, détruit des vignobles, ferme des distilleries. Mais la taxe sur alcool est, elle, une des principales sources de revenus de État. Juste derrière le pétrole. En quelques mois, une autre partie du budget s'évapore. Les citoyens ne boivent pas moins. Ils fabriquent de l'alcool clandestin. Le sucre disparaît des magasins. L'État ne touche plus rien. À partir de 1988, le déficit devient incontrôlable. Le gouvernement fait ce que font toujours les États acculés. Il imprime de la monnaie, des roubles, encore et encore. Mais il n'y a rien à acheter. Les magasins sont vides, l'argent s'accumule dans les poches sans circulation réelle. C'est la surabondance monétaire. Le cœur même de l'économie soviétique se grippe, les files d'attente deviennent interminables. 4 heures pour du pain. Les gens font la queue sans savoir ce qui sera vendu. Des chaussures, des saucisses, du papier toilette, peu importe, il faut prendre maintenant. Demain, il n'y aura plus rien. Le contrat social est brisé. Pendant des décennies, le peuple a accepté le manque de liberté en échange de la sécurité matérielle. Désormais, il n'y a plus ni liberté, ni sécurité. Les banques occidentales commencent à comprendre. Elles voient que l'Union soviétique emprunte pour rembourser les intérêts des emprunts précédents. La dette explose. De presque zéro, elle dépasse les 50 milliards de dollars en quelques années. La confiance s'effondre. En 1989, le mur de Berlin tombe. Le monde parle de libération politique. Mais à Moscou, les comptables savent ce que cela signifie vraiment. Les pays d'Europe de l'Est exigent désormais d'être payés en dollars. Le système de commerce fermé soviétique implose. Les réserves d'or fondent. L'Union soviétique commence à vendre son dernier trésor, l'or. En secret, des avions transportent des lingots vers Londres et Zurich. Les ventes sont si massives qu'elles font chuter le prix mondial. L'Empire brade son avenir pour gagner quelques semaines de survie. Et ce n'est pas fini. Car bientôt, même l'État central va perdre le contrôle de son propre territoire. À la fin des années 1980, l'Union soviétique n'est plus un État fonctionnel. Elle est un corps vidé de son sang. Les réserves d'or fondent. Les devises ont disparu. Les banques occidentales ferment progressivement le robinet du crédit. Et à l'intérieur même du pays, quelque chose de plus grave encore se produit. Le pouvoir central commence à se désintégrer. Les républiques soviétiques comprennent que Moscou est faible, très faible. La Russie, l'Ukraine, les pays baltes cessent progressivement de transférer leurs recettes fiscales au centre. Boris Eltsine, alors dirigeant de la République de Russie, donne un ordre simple à ses collecteurs d'impôts.
Gardez l'argent ici, n'envoyez plus rien à Gorbatchev. En un instant, le budget soviétique s'évapore. Mikhaïl Gorbatchev est officiellement président d'une superpuissance nucléaire. Mais dans la réalité, il n'a plus aucun revenu. Il commande encore les missiles, mais il ne peut plus payer les soldats qui gardent les silos. L'État central est ruiné. En 1990, l'impensable se produit. L'Union soviétique commence à faire défaut sur ses paiements commerciaux. Des cargos chargés de viande congelée et de beurre restent ancrés au large de Leningrad. Les capitaines refusent de décharger tant que les paiements ne sont pas confirmés. Les chèques soviétiques reviennent impayés. Le pays qui avait vaincu l'Allemagne nazie doit mendier. Moscou se tourne vers l'Occident pour demander de l'aide humanitaire. Du lait en poudre allemand, des conserves européennes, une humiliation absolue. La superpuissance qui avait mis le premier homme dans l'espace dépend désormais de colis alimentaires. Puis vient l'acte final de désespoir. La Banque du commerce extérieur soviétique gèle tous les comptes en devises. Les entreprises qui avaient gagné des dollars par leurs exportations se réveillent un matin avec des comptes vidés. L'État a confisqué l'argent pour payer la dette nationale. La confiance disparaît définitivement. Le rouble cesse d'être une monnaie. L'économie bascule dans le troc. Les usines paient leurs ouvriers avec ce qu'elles produisent. Pneus, verres en cristal, pièces métalliques. Les travailleurs tentent ensuite de échanger ces objets contre des pommes de terre sur le bord des routes. Le marché noir devient le seul marché réel. Le dollar devient la seule monnaie fiable. Les hiérarchies sociales s'inversent. Les professeurs, les scientifiques, les ingénieurs sombrent dans la pauvreté. Les chauffeurs de taxi, les serveurs, les prostituées deviennent riches. Ils ont accès aux devises étrangères. L'État soviétique est mort, même s'il ne le sait pas encore officiellement. En août 1991, les conservateurs tentent un dernier coup de force. Des chars sont envoyés sur la place rouge. Le putsch vise à sauver l'Union soviétique. Mais les conjurés oublient une vérité fondamentale. On ne peut pas tirer sur l'économie. Ils n'ont aucun plan pour rembourser la dette. Aucun plan pour remplir les magasins. Le coup d'État échoue, non seulement politiquement, mais parce que même ses auteurs comprennent qu'ils se battent pour le fauteuil du capitaine sur un navire déjà englouti. Après le putsch, Gorbatchev revient affaibli. Le vrai pouvoir est désormais entre les mains de Boris Eltsine. Mais les créanciers occidentaux, eux, ne s'intéressent pas à la politique. Ils veulent être payés. Le G7 convoque les dirigeants des républiques soviétiques. La question est simple. Qui va assumer les 70 milliards de dollars de dette ? Personne ne veut signer. Finalement, la Russie accepte un accord dit de la zéro option. Elle reprend toute la dette soviétique en échange de tous les actifs étrangers restants. Ambassades, comptes, or résiduel. En décembre 1991, il n'y a plus d'argent pour payer les salaires de novembre, ni ceux de décembre. Les imprimeries tournent jour et nuit. Les billets à forte valeur faciale envahissent le pays, mais ne valent presque rien. L'hyperinflation est là. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev signe sa démission. Il ne capitule pas face à une armée étrangère, il capitule face à une réalité comptable. Elle, État que, il dirige on Hats a plus la capacité d'émettre un paiement valide. L'Union soviétique cesse d'exister. Mais la faillite ne s'arrête pas là. Elle se prolonge dans les années 1990. La Russie post-soviétique est étranglée par les intérêts de la dette héritée. Les réformes économiques brutales détruisent l'épargne de millions de citoyens. Les prix explosent. La pauvreté devient massive. Ce n'est pas une crise de transition. C'est la conséquence directe de l'addiction pétrolière des années 1970. Il faudra plus de 25 ans pour solder les comptes de l'Empire. En 2017, la Russie paie le dernier dollar de la dette soviétique. Un empire a mis un quart de siècle à fermer son bilan. La leçon est implacable. Les ressources naturelles ne sont pas la richesse. Elles peuvent masquer la faiblesse, mais elles ne la guérissent jamais. L'Union soviétique a confondu chance et génie. Elle a abattu sa puissance sur un prix fixé sur un écran de marché. Quand ce chiffre est tombé, ni les missiles, ni la police secrète, ni l'idéologie n'ont pu sauver l'Empire. Un État qui ne peut pas payer son pain n'est pas une superpuissance. C'est une bombe à retardement. La guerre froide n'a pas été gagnée par une ogive nucléaire. Elle a été gagnée par un cargo de blé que l'Union soviétique ne pouvait plus se permettre d'acheter.